On va démarrer. Bonjour à toutes et tous. Je suis Éric Berger, membre de l'APK depuis sa création en 2003. J'en ai été le président et j'ai le plaisir d'être l'animateur de la dernière table ronde de la journée APK sur la commande publique. J'espère que vous êtes satisfaits de cette journée pour ceux qui sont là depuis ce matin et entièrement disponibles pour les 60 prochaines minutes que nous allons passer ensemble. Voilà, cette table ronde porte le quatrième domaine d'expertise de l'APK. Je rappelle les trois autres qui étaient l'objet des trois premières tables rondes, donc les moyens de paiement, la mobilité, la performance achat et la RSE. La commande publique étant l'ADN de l'APK, c'est donc tout à fait naturellement que les bonnes pratiques dans la rédaction des marchés publics soient à l'honneur. Et dans nos valeurs également, il y a le partage et l'innovation. Et comme nous avons envie de faire bouger les lignes, comme le dit notre président, nous avons souhaité utiliser l'effet miroir pour animer cette table ronde. Nous verrons donc les bonnes pratiques des entreprises vues du côté des entités publiques et les bonnes pratiques des entités publiques vues du côté des entreprises. Trois thèmes sont au menu de cette table ronde. Ils ont été choisis par les membres du groupe de travail sur les bonnes pratiques des marchés publics, travaux que vous pourrez retrouver sur le site internet de l'APK et encore bien plus si vous devenez adhérent de l'APK. N'hésitez pas. Le premier thème sur la définition du besoin, un thème prioritaire car lorsque l'on fait un marché pour acquérir des biens ou des services au bon prix, il faut donc bien les définir pour être bien compris et en finalité avoir ce que l'on attend, je pense, le bon produit avec le bon fournisseur. Deuxième thème, les critères de jugement, tout aussi stratégiques, car ils sont un élément très souvent décisionnel majeur chez beaucoup de fournisseurs. Ils doivent être cohérents, avoir les bonnes proportions et là aussi en finalité, pour avoir ce que l'on attend, le bon produit avec le bon fournisseur. Le troisième thème, le coût à l'usage, il est plus innovant, moins déployé, peut-être moins connu, car il impose également des changements plus profonds et plus complexes. Voilà les trois thèmes que nous allons aborder. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 5 magnifiques intervenants qui sont déjà présents, c'est super. Christian Rouvière de la société Rexel, qui est également président de l'APK. Bonjour Christian. Bonjour. Stéphane Beauvais de l'UGAP. Bonjour. Stéphane. Alice Piednoir de l'UGAP. Bonjour Alice. Bonjour à tous. Benoît Enfray de l'Appel du Livre. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Et Vanessa Duquesnoy de Nautilus. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous. Super. Et bonjour aux plus de 200 participants qui sont aussi encore présents. Voilà, je vous rappelle juste que les tables rondes, et donc cette table ronde-là sera enregistrée, que les replays sont disponibles sur le site de l'APK et sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur la petite icône en bas, questions-réponses. Nous essaierons d'y répondre pendant, n'hésitez pas, et après, s'il nous reste un petit peu de temps. On démarre avec le premier thème sur les bonnes pratiques, avec la définition du besoin. Christian Rouvière, vous êtes directeur des marchés publics chez Rexel, historiquement un des leaders du marché électrique. Aujourd'hui, vous êtes le plus important opérateur sur le marché des solutions de maîtrise de l'énergie. J'ai retenu chez Rexel 2 chiffres, dans tous les chiffres que vous présentez. Le secteur public, c'est 450 clients, répartis majoritairement entre les collectivités et l'État. Et vous répondez à plus de 500 marchés publics par an. Vous ne m'avez pas dit combien vous en aviez gagné. Bon, les questions, machin, mais je me dis, mais pourquoi elle veut faire des questions? Oui. Christian, on parle beaucoup de l'acheteur dans les marchés publics, mais est-ce vraiment à lui et à lui seul de bien définir les besoins? Je ne sais pas ce qui s'est passé et je croyais l'avoir. On va demander à Xavier de couper son micro. On va demander à Xavier d'éteindre le micro. Voilà, merci. Merci Eric. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, la mission, effectivement, une des missions principales de l'acheteur public, c'est la définition du besoin. Alors, dans un effet, effectivement, miroir, comme vous l'avez précisé Eric, dans un effet miroir, nous avons au niveau du groupe de travail sur la définition du besoin, nous avons discuté de ce sujet-là. Alors, l'acheteur public, il doit bien sûr connaître le besoin de son administration, il doit le définir, il doit le décrire, et puis il doit le communiquer. Alors, il doit le communiquer à l'externe,
à un moment donné, bien sûr, pour bâtir son cahier des charges, son CCAP, son CCTP. Et à ce titre, il est, je crois, il a un rôle de coordonnateur finalement dans la définition du besoin et sa transcription dans les éléments du DCE. Alors, je dirais qu'il y a deux groupes de personnes principalement qui sont concernées dans la définition de ce besoin autour de l'acheteur. Ces deux groupes de personnes, d'abord, je dirais, il y a les prescripteurs. Le groupe des prescripteurs, comme par exemple les services techniques, les services juridiques, le service financier, le service achat. Et puis, il y a un groupe également que je mettrais presque en premier, qui est le groupe des usagers, l'utilisateur, ou le client, comme on l'appelle dans le secteur privé. Alors, je vais prendre deux exemples. Prenons l'exemple de l'éclairage, que je connais un petit peu mieux, parce que c'est dans le métier de Rexel. Alors, au niveau de l'éclairage, bien sûr, il y a le coût du produit, il y a le coût des lampes, il y a le coût des luminaires, il y a le coût facial, et puis il y a le coût, je dirais, total, dont on parlera aussi tout à l'heure un peu plus longuement. Par exemple, la durée de vie d'un produit a un impact évidemment sur le coût total du produit, et je crois qu'il est judicieux de ramener le coût facial à la durée de vie du produit. On a aujourd'hui des produits qui offrent des services comme la détection de présence au niveau de l'éclairage. Donc tout ça, c'est une partie de la définition des besoins, mais il y a aussi la partie usagée qu'il ne faut surtout pas négliger. Je parlerai du confort au niveau de l'éclairage. Je parlerai même de la santé, car lorsqu'on est dans un bureau mal éclairé, eh bien, on sait tous qu'à un moment donné, on peut avoir des problèmes de fatigue visuelle, et donc ça a un impact direct sur la qualité du travail qui est fait par les agents au quotidien. Donc du coup, je dirais que la voix de l'usager compte. Autre exemple dans la restauration collective. Alors la restauration collective, là, je dirais que la voix de l'usager est encore plus criante, puisque qui n'a pas pris en compte ou qui ne pense pas à prendre en compte la qualité des produits, les circuits courts. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Le bio, enfin tout ça, c'est pas que c'est des tendances lourdes. Donc du coup, je dirais que dans la définition du besoin, en tout cas la vision que j'en ai côté opérateur économique, c'est un cercle vertueux en fait entre le prescripteur, l'acheteur et l'usager, que je mettrai même tout en haut de la pyramide. Merci Christian. On vient d'entendre la vision d'un grand groupe comme Rexel. Voyons maintenant la vision d'une PME. Benoît Enfray, vous êtes le directeur de l'Appel du Livre, une PME de 19 salariés spécialisée dans la fourniture de livres et de documentation. Vos clients sont majoritairement, je crois, à plus de 80% le secteur public, avec les bibliothèques, tous les universités, et vous avez plus de 100 marchés annuels actifs. Dans une PME, c'est souvent le chef d'entreprise qui décide, voire même tout le temps, de répondre ou pas aux appels d'offres, et c'est souvent lui aussi qui prend en charge une partie de la réponse. Et comme son temps est souvent très compté, la définition du besoin doit être très précise pour qu'il puisse prendre la bonne décision d'y répondre. Benoît. Oui, effectivement, une PME ne dispose pas d'équipe réellement pour répondre aux appels d'offres. C'est souvent l'équipe dirigeante, voire le dirigeant qui est en charge de répondre au marché. Pour revenir un petit peu en arrière sur notre société, en fait, qui a été créée au siècle dernier, la société qui s'appelle l'Appel du Livre avait pour vocation au départ de fournir des livres aux particuliers sur simple appel téléphonique. Et en fait, à l'époque, certaines bibliothèques ou collectivités se sont orientées vers nous pour nous formuler leurs besoins de commandes en livres, ce qui nous a amené petit à petit à se pencher justement sur les marchés publics et la réponse aux appels d'offres. Comme tu le disais, aujourd'hui, les marchés publics, ça représente 80% de notre activité. Donc, c'est réellement capital et stratégique pour nous d'y répondre, puisque c'est vraiment notre cœur de métier. Ce sont les appels d'offres et répondre et fournir aux bibliothèques, aux ministères, aux collectivités locales. Donc, répondre aux appels d'offres, ça consiste, il y a plusieurs étapes. La première, bien sûr, c'est de détecter les appels d'offres.
donc bon, avec les outils assez classiques, hein, le BOMP et d'autres supports. Quand un appel d'offres paraît, on en prend connaissance, en fait, on analyse les principaux documents de l'appel d'offres. Donc, tout d'abord, le règlement de consultation, pour bien comprendre la définition des besoins, les montants. Et également, tout de suite, je dirais, on se penche sur les critères d'attribution des marchés qui vont être pour nous relativement déterminants dans le choix de répondre ou non à l'appel d'offres de la collectivité. Bien évidemment, on analyse également le CCTP, s'il y a des besoins particuliers en termes de proximité, par exemple, ou de services. Et on analyse également le cadre de réponse dans lequel la réponse du candidat est attendue. Bon, à ce propos, une petite anecdote, on trouve parfois des cadres de réponse au format Excel. Je ne vous cache pas que c'est souvent assez compliqué de répondre dans des cellules Excel qui ne permettent pas de faire un développement suffisant des réponses attendues par l'entité publique. Donc, si les acheteurs peuvent éviter ce format-là et privilégier un format Word, ce serait très bien. Voilà ce que je pouvais dire sur les appels d'offres et la façon dont on répond aux appels d'offres. Évidemment, on apporte une priorité aux appels d'offres qui sont un petit peu des reconductions de marché que nous avons. Parce que si c'est difficile de remporter un appel d'offres d'une nouvelle entité, il ne faut surtout pas perdre un client s'il est satisfait de nos prestations. Benoît, j'ai vu qu'effectivement Excel, ça fait sourire quand même pas mal de personnes du secteur public, donc c'est bien. Benoît, c'est très facile d'acheter aujourd'hui des livres sur Internet, à la FNAC ou chez Amazon, pour ne pas le citer. Pourquoi on devrait aller chez une PME alors que c'est si facile de l'acheter sur Internet? Alors, c'est facile, je dirais que c'est facile pour les particuliers. À ce propos, ils peuvent acheter sur n'importe quel site Internet, puisque le prix du livre est fixe et c'est le même sur toutes les plateformes. Donc, j'invite chacun à commander à titre personnel sur la plateforme de son choix ou dans sa librairie de proximité, puisque le prix du livre est le même. Pour revenir aux besoins des entités publiques, en fait, une entité publique, si elle a des besoins récurrents, d'abord, elle va lancer un appel d'offres parce qu'elle a un certain montant et elle est obligée, bien sûr, de lancer un marché. Et en fait, l'entité publique, elle a besoin d'un réel partenariat avec son fournisseur. Et ce n'est pas uniquement un clic et je reçois la commande. Je dirais, il y a des règles de commande dans les marchés publics qui font que l'entité a besoin d'un devis avant de commander, ils ont besoin de services personnalisés, une livraison, une facturation personnalisée déposée sur Chorus, un site Internet dédié avec des fonctionnalités avancées de recherche bibliographique, des échanges EDI, des possibilités de payer par carte achat et surtout, je dirais, un contact. Et ça, seule la PME, enfin, pas uniquement, mais la PME offre bien évidemment une qualité de service et de contact qu'on ne peut pas trouver sur une plateforme comme celle que vous avez citée. Très bien, donc effectivement, il faut aller dans sa PME et dans sa librairie, et j'espère juste que ce week-end, ils ne vont pas nous fermer les librairies, petite parenthèse. Tout à fait. Christian, on a parlé ce matin sur la table ronde de performance achat du sourcing, et vous avez chez Rexel, il me semble, une vision différente et plus collective du sourcing. Avec le micro, Christian. C'est toujours mieux de parler avec le micro, Christian. Voilà. Si tu peux mettre ton micro, Christian. Ah. Christian. Ton micro, Christian. Pardon. Voilà. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Tu peux recommencer parce que nous n'avons rien entendu. Oui, effectivement. Donc, on a parlé ce matin du sourcing longuement, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit brillamment ce matin par l'équipe de cet atelier, de cette table ronde. Alors, sur le sourcing, il n'y a pas de leçon à donner à l'acheteur qui sait très bien, je crois, aujourd'hui ce qu'il faut faire en termes de sourcing. Mais je vais vous expliquer, je vais vous décrire en fait ce que j'ai vécu, moi, au niveau du sourcing de la part d'une administration qui, je trouve, a été assez innovante sur le sujet. Bon, on connaît toutes les méthodes classiques de sourcing, que ce soit l'invitation des fournisseurs, ou bien les visites dans les salons, aujourd'hui le e-sourcing, etc. Mais
cette administration avait décidé, et ça peut être un peu surprenant a priori, mais c'était plutôt une très bonne idée, je crois, d'inviter en fait l'ensemble des fournisseurs à une présentation générale de ses besoins. Une fois le DCE défini, une fois les besoins définis, donc elle avait décidé d'inviter l'ensemble des fournisseurs qui souhaitaient donc venir l'écouter. Et je crois que c'était une bonne idée. Alors aujourd'hui, on le fera à distance, mais bon, à l'époque, ça s'était fait en présentiel. Parce que du coup, c'était un gain de temps, déjà pour l'administration, mais c'était aussi, je crois, pour les fournisseurs, l'occasion de se frotter un petit peu aussi à ce qui pouvait se faire à côté d'eux, chez les concurrents. Et donc, c'était une démarche, j'ai trouvé, gagnant-gagnant. D'abord, d'un point de vue communication globale, chacun avait échangé et avait précisé, avait demandé des précisions sur les besoins exprimés par l'administration. Et puis, de l'autre côté, il s'était en fait créé un certain écrémage positif du marché, puisque les fournisseurs qui finalement avaient considéré qu'ils ne pouvaient pas de façon positive ou de façon intéressante répondre à cet appel d'offres, s'étaient tout de suite rendu compte qu'ils ne pouvaient pas le faire, donc n'étaient pas allés plus loin dans la démarche et du coup avaient aussi gagné du temps. Le fait de se frotter aussi collectivement, on dit toujours que le collectif est toujours mieux que l'individuel, je trouve a été intéressant à la fois pour les fournisseurs qui étaient présents et également pour l'administration qui avait voulu faire donc de cette opération de sourcing en fait une certaine innovation dans la démarche. Voilà. Alors après, de toute façon, l'objectif reste le même, hein, quelle que soit la démarche. C'est la mise à jour aussi des documents qui est importante derrière. Quand je dis documents, je pense au CCAP, je pense au CCTP, je pense au bordereau de prix unitaire avec la mise à jour des produits. Alors, si je prends l'exemple de ce que je connais un peu mieux aujourd'hui aussi, l'éclairage, il y a beaucoup de mouvements dans l'évolution technologie, bon, ne serait-ce que la LED. Citons juste aussi un exemple, le décret sur la pollution lumineuse aujourd'hui qui interdit l'éclairage vers le haut. Voilà, des exemples qui tentent à prouver que la mise à jour des CCTP est vraiment nécessaire. Et puis, j'ai une requête, si je puis me permettre, j'ai une requête à faire et je vais être un peu le porte-parole pendant 2 minutes des PME et des entreprises qui vraiment souhaitent répondre de façon large et de plus en plus importante aux appels d'offres publics. Dans les CCAP, il est absolument indispensable de faire coller les articles d'ajustement des prix, de révision des prix à la réalité du marché. Et là, je fais un appel du pied aux acheteurs publics en leur disant, mais prenons un exemple, sur le câble, le cours du cuivre a pris 55% d'augmentation en 1 an. Alors, c'est vrai que les indices INSEE ne correspondent à rien. Et pourtant, j'adore l'INSEE et on sait que l'INSEE est très utile aussi dans certains marchés. Mais là, sur les cours mondiaux et sur l'évolution des cours des matières premières, appliquons aussi le code des marchés. Hein. Alors, si Maître Delesvant était là, il me dirait, mais c'est l'article R2112-14. C'est l'article R2112-14 du code de la commande publique, enfin du nouveau code des marchés publics qui a été remis à jour. Et c'est prévu. Et le cours du cuivre existe aujourd'hui. Et pour les entreprises qui doivent effectivement pouvoir répondre sans anticiper des hausses ou des baisses et puis finalement être découragés parce qu'ils n'ont pas de visibilité, il faut absolument nous aider et faire intégrer dans les marchés, puisque c'est prévu, les indices de variation des prix des cours mondiaux. Donc, c'est prévu, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas forcément toujours un classique. C'est une très bonne nouvelle. Benoît, on a parlé également de labels ce matin, de certification, RSE dans les marchés. Comment une PME de 19 salariés fait pour répondre à ces demandes? Si on te demande une certification ISO 9000, 15000, comment fais-tu? Alors, je dirais qu'actuellement, nous ne le faisons pas. La démarche de certification est une chose qui est très compliquée pour une PME.
Nous, on est assimilé un petit peu à une société de service parce que nous ne produisons pas nos produits. En fait, nous vendons des livres que nous achetons. Et nous sommes tributaires, bien sûr, de nos fournisseurs qui ne sont pas eux-mêmes certifiés. Donc, c'est bien compliqué pour une PME quand on lui demande des certifications ou des labels, labels qui pourraient être obtenus parfois avec des audits qui ont un coût financier important, qui sont des choses compliquées à mettre en œuvre sur une PME de 19 salariés, de même que des documents RSE ou des chartes éthiques, ce sont des choses qui sont un petit peu pas tout à fait adaptées, je dirais, au fonctionnement des PME. Je dirais que les critères d'attribution sont plus faciles à définir et à formuler sur ce qu'on appelle le développement durable, puisque là, la PME peut tout à fait décrire toutes les actions qu'elle mène dans cette direction-là, que ce soit la dématérialisation, l'usage de papier recyclé, de carton recyclé, son parc de véhicules propres, etc. Donc, j'attire simplement l'attention sur ce point-là de certification et label à ne pas trop utiliser et surtout ne pas les pondérer trop fort dans les critères d'attribution. Oui, effectivement, se poser la question vers qui se dirige le marché et qui peut y répondre pour ne pas bloquer une PME. Merci Benoît, merci Christian, que l'on soit une PME ou un grand groupe, la précision de la définition du besoin est bien donc primordiale. Deuxième thème sur les bonnes pratiques, la définition des critères du jugement. Ça suit un peu la définition des besoins. Voilà. Et on démarre avec une entité publique. Stéphane Beauvais, vous êtes chef du département des politiques publiques à l'UGAP, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1500 collaborateurs engagés pour faciliter les achats du secteur public. Votre département a été créé en 2017. C'est aujourd'hui 5 collaborateurs en charge d'aider au développement de la RSE dans les achats publics, mais aussi de faciliter l'accès à la commande publique des PME. On vient juste d'en parler avec Benoît, qui représente quand même la moitié, enfin pas quand même, et heureusement la moitié des fournisseurs de l'UGAP. Stéphane, les critères de jugement des offres sont définis par l'acheteur. Est-ce que les entreprises sont toujours très à l'aise avec ce thème qui peut faire très souvent toute la différence, surtout pour une PME? Alors, bonjour, je vais répondre en deux temps. Effectivement, les critères eux-mêmes sont un élément extrêmement important et je crois que les témoignages qu'on a entendus montrent qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui savent tout de suite où aller chercher ce genre d'informations et l'analyser. Puisqu'en fait, le choix du poids qu'on donne à chacun des critères quand on est acheteur, c'est une grille de lecture de ce qu'on attend. Je vais prendre un exemple. Si vous avez parmi les critères le prix qui pèse 80%, toute entreprise qui va lire l'appel d'offres, le document, va se rendre compte que l'acheteur cherche un prix avec une considération que la valeur technique est à peu près la même chez toutes les entreprises qui vont candidater. Et donc, derrière, ça permet tout de suite à une entreprise de savoir si ça vaut le coup ou pas pour elle de candidater, puisqu'on risque de se retrouver plutôt dans une logique de moins 10 ans. Par contre, si on a les critères qui sont adressés sur la valeur technique ou sur la qualité environnementale, voire la qualité de service, qui est aussi une thématique qu'on peut mettre dans les critères, si ces critères-là pèsent très fort et ensemble pèsent plus de 50%, on a finalement une lecture de ce qu'attend l'acheteur qui est un rapport qualité-prix, qui est une performance technico-économique où le prix ne sera pas ce qui va remporter en premier lieu la décision. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cette lecture et de justement savoir si on doit répondre ou pas. Ensuite, vous me demandez si les entreprises sont à l'aise avec cette façon d'analyser finalement un DCE. On va dire que le soin qui est apporté par certaines entreprises dans les réponses à des appels d'offres montre que non, en fait. Ce qui est quelque part un peu dommageable dans le sens où répondre à un appel d'offres, et ça a été dit tout à l'heure, c'est pas toujours évident, il y a parfois des cases très petites dans les tableaux Excel, ça a été relevé, il y a beaucoup de documentation, un CCAP peut faire plusieurs dizaines de pages sans problème, et ne pas prendre finalement la peine de lire les règles que l'acheteur a décidé de mettre en place, c'est finalement prendre le risque de répondre pour rien, c'est-à-dire avec très peu de chances de le remporter, et donc le soin à la lecture et derrière le soin à la réponse est forcément très important. Dans la réponse, ce qui est clair, c'est que justement après, on sait en fonction des critères et des poids de ces critères,
où est-ce qu'il faut apporter un soin particulier pour répondre. Merci Stéphane. Voyons maintenant côté entreprise. Vanessa Duquesnoy, vous êtes responsable commercial chez Nautilus, l'éditeur de la solution de gestion de frais de déplacement. Nautilus est une équipe de 130 collaborateurs qui appartient au groupe DIMO Software, un éditeur et intégrateur français de solutions de gestion. Votre solution Nautilus vous permet de répondre aux besoins des entreprises privées, mais également du secteur public. Elle est aujourd'hui installée chez plus de 5000 clients, ce qui représente plus de 2 millions d'utilisateurs potentiels de la solution. Vous suivez bien sûr de très près l'apparition des marchés publics et vous y répondez ou pas. Et c'est le ou pas qui va nous intéresser. Pas toujours, parce que peut-être car les critères de jugement peuvent être décisifs dans la gestion d'une entreprise. C'est bien cela, Vanessa? Eh bien, effectivement, pour nous, le fait de s'être positionné sur les marchés publics il y a environ 8 ans, ça a été une vraie décision stratégique. Quand on décide d'aller sur ce type de marché, forcément, ça signifie un investissement tant sur le produit, parce qu'il a fallu faire en sorte que Nautilus soit adapté aux contraintes spécifiques des entités du secteur public, qu'humain, parce qu'on a mis en place des équipes entièrement dédiées à tous les niveaux au secteur public qui est très particulier et notamment commercialement. Répondre à un marché public, ça ne s'improvise pas. On a vraiment besoin de spécialistes pour y répondre. Donc, pour nous, le secteur public, c'est une vraie opportunité, mais bien évidemment, ça peut aussi représenter une zone de risque. Donc, en tant que, quelque part, ETI, qui répond à des appels d'offres publics, l'objectif pour nous, c'est de se positionner, mais de limiter cette zone de risque. Et on l'a vu avant, donc je ne vais pas revenir en détail, mais le fait de connaître les entités publiques en amont des consultations, lors de phases de sourcing notamment, c'est une des meilleures façons pour nous de réduire cette zone de risque, mais ce n'est pas toujours possible. Donc très concrètement, on suit les publications des marchés et quand on voit la publication d'une consultation, on va, en premier lieu, en tant qu'éditeur de solutions logicielles, nous, se concentrer principalement sur le CCAP pour vérifier cette fameuse pondération entre le prix et la note technique. On l'a vu tout à l'heure, hein, ça a été dit, hein, on va dire, si le prix est trop élevé, s'il est supérieur à 50%, très clairement, en tant qu'éditeur de logiciels, pour nous, ça n'a pas de sens puisqu'on est sur des solutions très techniques avec derrière une approche assez complexe. Donc, même 50%, il peut arriver qu'on ne se positionne pas en réponse à des consultations. Ensuite, au-delà de cette pondération note technique et prix, on va également aller voir le détail des sous-critères et bien le regarder dans le moindre détail puisque ça va être le fil rouge de notre réponse. Et donc, parmi les best practices que nous, on applique en répondant à des appels d'offres publics, quand on rédige notamment notre mémoire technique, on va bien faire suivre l'ordre de nos chapitres du mémoire technique avec l'ordre des critères et sous-critères qui sont indiqués dans la consultation et voire même, on adapte en fait les titres de nos chapitres du mémoire technique pour les faire correspondre aux critères et sous-critères et faciliter ainsi pour l'acheteur public la lecture de notre offre et la comparaison des différentes offres qu'ils ont pu recevoir. Et on en profite, en fait, quand on répond donc de cette manière-là, on en profite pour apporter des critères différenciants dans notre réponse dans le mémoire technique pour mettre en valeur la qualité de notre offre et puis surtout permettre de rassurer l'acheteur public sur l'adéquation de son besoin avec notre offre. C'est très bien. Stéphane, on vient de voir avec Vanessa l'implication de Vanessa et de Nautilus dans la qualité de la réponse pour que l'acheteur, effectivement, puisse retrouver l'information et la position de Nautilus. Est-ce que toutes les entreprises s'appliquent vraiment et prennent le même soin pour répondre aux critères définis? La réponse est clairement non, mais le but n'est pas d'accabler non plus le comportement des entreprises, hein, ce n'est pas l'esprit. Je crois que ça a été dit quand même aussi déjà dans la table ronde. Les documents de consultation sont des documents épais, il y a beaucoup de documentation à lire, avec des entreprises qui sont parfois avec des petites tailles et qui n'ont pas un effectif dédié, c'est-à-dire pas finalement beaucoup de temps pour ça. Et donc, c'est déjà reconnaître ça et il y a aussi un effet pervers quelque part pour un acheteur quand il essaie de bien faire, finalement il rajoute de la documentation
Et effectivement, ça ne facilite pas le travail des entreprises. Donc, le but n'est absolument pas de les accabler là-dedans. Par contre, c'est vrai que l'acheteur, lui, finalement, est quelque part un des acteurs de la procédure et dans l'esprit, il faut lui faciliter son travail. Je crois que ce qu'a dit Madame Duquesnoy est assez frappant, c'est-à-dire que d'être capable de modifier la structure de son mémoire technique pour déjà bien faire correspondre toutes les réponses de l'entreprise avec les mots choisis par l'acheteur dans un ordre qui a été choisi par l'acheteur, ça lui facilite le travail. Et donc ça, c'est quelque chose finalement qui est vraiment un grand plus, à mon avis, dans une candidature, parce que ça va rendre très fluide le travail de l'acheteur et ça va l'aider à finalement mettre les bonnes notes. Alors que si on a un dossier qui est un peu moins bien structuré, l'acheteur risque de ne pas trouver les pièces et risque finalement de donner moins de points, alors que éventuellement la candidature était de qualité. Donc ça, c'est effectivement une très bonne pratique. Après, on peut rentrer un peu plus dans le détail des éléments qui sont à fournir, c'est-à-dire que l'acheteur va souvent fixer un socle minimum de ce qu'il attend comme étant la valeur technique minimale vraiment qu'il veut avoir. Et en fonction de là où il a mis les critères, sur la valeur technique ou la valeur environnementale, il va mettre plus de points à des gens qui proposent plus que ce qui est demandé. Et donc, effectivement, le fait de bien détailler, préciser ce qu'on répond, d'aller au-delà des généralités, d'être plutôt factuel, d'essayer de mettre les pièces qui peuvent démontrer. Alors, on parlait de label tout à l'heure, en sachant qu'évidemment, ce n'est pas du tout uniquement la seule voie, mais à chaque fois de faciliter cette lecture pour l'acheteur, d'être factuel, d'argumenter, objectif. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Alors, il y a aussi, bien sûr, un piège à éviter là-dedans. Ça ne doit pas être une surenchère, c'est-à-dire que ce qu'on répond à un appel d'offres, c'est quelque chose d'engageant. L'acheteur va s'en souvenir et donc si on a le bonheur d'être retenu en tant qu'entreprise, ça fera partie du contrat. Et si ensuite ça ne se réalise pas dans l'exécution du marché, ben finalement ça peut entraîner des pénalités, voire une résiliation, ce qui aura fait perdre du temps à tout le monde et ce sera un échec pour tout le monde. Donc il faut finalement être assez précis, ne pas vendre plus que ce qu'on peut vendre. Et d'ailleurs, de fait, à ce moment-là, comme ça a été dit par Madame Duquesnoy, si ce qu'on peut vendre ne correspond pas aux attentes de l'acheteur, éviter de répondre et de perdre du temps et donc de l'argent à une réponse qui aurait peu de chances de gagner l'appel d'offres à la fin. Bien, effectivement, la qualité de réponse est attendue, mais surtout effectivement aider l'acheteur à bien comprendre effectivement ce que veut dire et la position du fournisseur. Vanessa, quels seront les autres critères de jugement qui font que vous décidez de ne pas répondre à certains marchés? Alors très clairement, nous, on n'aime pas trop ne pas répondre à des marchés, d'une manière générale. Et comme j'ai expliqué juste avant, le fait déjà d'avoir rencontré les entités publiques en amont d'une consultation, d'avoir eu connaissance de leurs besoins, de leur avoir aussi montré les capacités de notre solution, sont en règle générale des éléments qui nous permettent de nous positionner, puisqu'on sait qu'il va y avoir une consultation, on ziote, elle sort, on y répond et on se connaît. Donc c'est vrai que c'est plus simple. Dans le cas contraire, il arrive parfois qu'on repère une consultation et on se dit mince, on ne connaît pas du tout l'entité publique qui sort un appel d'offres pour s'équiper d'un logiciel de gestion de frais de déplacement. Et là, on se dit c'est bien dommage. Et ça peut arriver en fait qu'on décide de ne pas y répondre parce qu'en fait on ne les connaît pas bien. Donc on n'est pas sûr de pouvoir avoir compris en fait quelles étaient les vraies attentes, les vraies motivations. Il ne faut pas oublier que répondre à un appel d'offres, ça a été dit, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc parfois, on est obligé de faire des choix. Quand on a plusieurs appels d'offres qui sortent en même temps, on peut ne pas se positionner parce qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer l'entité publique en amont. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un autre point qu'on ne néglige pas, c'est la forme du marché. Par rapport à notre métier qui est de l'édition de logiciels, on répond le plus souvent soit à des MAPA ou à des appels d'offres ouverts. Et là où on est très très vigilant, ce sont les appels d'offres ouverts, sans échange possible et sans négociation. Il faut bien avoir en tête que la réponse que l'on va remettre, elle doit être tout de suite la bonne et la meilleure, parce qu'on n'aura pas l'occasion de revenir dessus. Et en plus, elle est engageante. Donc le risque pour nous, il est grand de ne pas se comprendre avec l'acheteur public et puis de se retrouver en difficulté lors de l'exécution du marché. Donc ça, on est quand même vraiment très, très attentif. Et ça va être un petit peu technique, mais c'est la réalité de notre quotidien. Sur ce type d'appel d'offres-là, une des difficultés qui est inhérente à notre secteur d'activité, c'est souvent l'interopérabilité avec les fournisseurs du voyage, puisque nous, on édite des solutions de gestion d'ordre de mission et d'état de frais, et très souvent, on nous demande de pouvoir connecter notre solution Nautilus avec les voyagistes
qui sont les fournisseurs des entités publiques. Si on n'a pas eu l'occasion d'échanger en amont, ou au moins lors d'une soutenance sur notre solution, les capacités techniques aussi des différents voyagistes, très clairement, l'acheteur public il peut passer à côté du prérequis technologique de la connectique et en fait choisir sur papier des fournisseurs qui, en fait, dans les faits, ne pourront pas se parler d'un point de vue technologique. Et ça, c'est dommage parce que ça veut dire qu'en fait, le marché, au final, il devient inopérant. Donc, on est très vigilant. Les appels d'offres ouverts sans négociation ou en tout cas sans soutenance, on fait très attention, on ne va pas se positionner sur tous ces appels d'offres-là. Et enfin, le dernier point qui fait qu'on pourrait ne pas répondre, c'est le sujet des pénalités, notamment lorsqu'elles ne sont pas plafonnées. Pour nous, en tant qu'entreprise privée, des pénalités non plafonnées, c'est un risque que l'on ne peut plus maîtriser. Et donc, très clairement, sur certains marchés, on décide de ne pas y aller à cause de ce point-là. Et c'est vrai que c'est dommage. Alors, si jamais on a eu la chance d'échanger avec l'entité publique en amont, qu'on connaît bien son besoin, qu'on sait on a de grandes chances de répondre à ce besoin-là, on peut quand même répondre à l'appel d'offres, mais très clairement, si jamais notre offre est choisie, on demandera à renégocier ce point-là dans le cadre notamment d'une mise au point. Pour résumer, en fait, pour nous, en tant qu'entreprise privée, on ne peut pas se permettre de faire un chèque en blanc quand on répond à un appel d'offres public. Mais je crois qu'on a encore 13% des paiements par chèque. Hein. Bientôt, ça va s'arrêter. Il n'y a pas besoin de faire chèque en blanc. Hein. Bon, je pense qu'il y a besoin de faire un petit peu de sourcing pour ce type de marché. Je pense que là, effectivement, là-dessus, on parle d'interopérabilité, on parle de relier des écosystèmes. Il faut, je pense, dès le départ, au départ, peut-être faire un petit peu de sourcing. Vanessa, est-ce que dans les critères de jugement, on parle un peu de RSE ou c'est quelque chose qui est absent, même si dans votre métier, vous dématérialisez quand même beaucoup déjà du dispositif papier, toutes les factures de frais de déplacement? Alors effectivement, on parle beaucoup de la RSE, mais alors je dirais pas que c'est inexistant, c'est plutôt timide, hein, très clairement sur les appels d'offres que l'on voit sortir. On voit peu de clauses de RSE ou quand elles existent, la pondération est très faible. Donc pour le moment, nous, on voit pas un vrai impact. Alors effectivement, de par notre métier, comme on dématérialise, on dématérialise des processus, et des flux. Par nature, en fait, on a une solution qui déjà, a une forte valeur ajoutée environnementale. Ça, c'est le premier point. Après, très clairement, si jamais on devait être challengé, parce qu'on l'est et en fait, finalement, on l'est beaucoup plus sur des appels d'offres d'entreprises privées que publiques. Donc on est habitué à répondre à ce type, de clause. Nous, chez Dimo Software, on est une entreprise française qui revendique très clairement son statut d'entreprise citoyenne, entreprise soucieuse de son impact social et environnemental. Donc, on veille à respecter différents engagements, tels que notamment l'intégration de salariés en situation de handicap, également l'intégration et la formation des jeunes et bien entendu la création d'emplois sur notre territoire et également sur l'ensemble de la France. On est très engagé dans cette démarche-là. Donc nous, en tant que TI, on a déjà pas mal d'éléments, alors sans être certifié, puisqu'on on axe plutôt le budget certification sur nos solutions logicielles plutôt que sur la RSE, ça viendra peut-être. Mais en tout état de cause, quand on nous demande justement d'expliquer notre démarche, on dispose déjà de pas mal de matériel pour défendre la valeur ajoutée de notre société sur l'aspect RSE. Donc très clairement, si dans les appels d'offres, on devait avoir de vrais critères RSE avec un poids, on a de quoi répondre à ces critères-là. Bien, merci Vanessa. Je crois qu'effectivement, la partie critères du jugement, c'est aussi important que la définition de besoin. De toute façon, que tout le monde soit bien compris. Ça, c'est extrêmement important. Stéphane, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou est-ce que ton jugement, tu as tout dit sur les critères de jugement ou on aurait Non, oublié juste quelque rebondir sur chose? ce qu'a dit Madame Duquesnoy sur l'apparition timide des questionnaires RSE. Il y en a quand même. C'est vrai que le poids va se situer entre 5 et 20% selon les appels d'offres. La moyenne étant sans doute beaucoup plus proche des 5, comme le relève Vanessa Duquesnoy.
il n'est pas quand même impossible qu'il y ait une forme de montée en compétence des acheteurs sur la capacité à analyser ce que les entreprises vont proposer, hein, parce qu'il faut aussi justement être capable d'analyser. Et puis, il y a quand même une pression, on va dire, à la fois législative et réglementaire, mais aussi sociétale en ce moment, sur ces questions. Et donc, on peut s'attendre de toute façon à ce que ce poids-là augmente au fur et à mesure du temps dans les appels d'offres publics. Merci Stéphane, merci Vanessa. Dernier thème, un thème plutôt innovant, qui deviendra peut-être une bonne pratique, puisque là, c'est sur les bonnes pratiques, je pense que là, on ne le pratique pas assez. Le coût à l'usage, un mode d'achat qui n'est pas très développé au sein des marchés publics, avec encore peu de retours d'expérience. Alors, pour vous donner envie de le découvrir et de vous lancer, je vous propose à Alice Piednoir, en charge des achats responsables à l'UGAP, de vous en parler. 10 ans qu'Alice accompagne les acheteurs à comprendre et intégrer les critères environnementaux et sociétaux dans les marchés. Elle vous montrera d'ailleurs que la RSE est aussi présente dans le coût à l'usage. Bonjour Alice, pourrions-nous commencer par déjà une première définition simple afin qu'il n'y ait pas de confusion sur ce qu'est le coût à l'usage? Bonjour à tous. Donc, cette notion de coût à l'usage, elle s'appuie sur le principe de l'utilisation d'un service par opposition à l'acquisition d'un produit. Actuellement, on est souvent dans une démarche où on va acheter un produit et donc le posséder sur toute sa durée de vie. Là, avec le coût à l'usage, on est dans l'économie de la fonctionnalité. Donc, au lieu d'acheter et de posséder un produit ou un équipement, on achète vraiment au plus près de l'utilisation qu'on va en faire. Il y a deux axes derrière cette notion, derrière ce principe. Il y a soit un achat sur abonnement d'un service, donc on a une utilisation illimitée et le coût, il ne va pas être proportionnel à l'utilisation qu'on en fait. On achète un accès premium. Et ensuite, on a un achat qui est relatif aux consommations. Et donc, l'acheteur ne va payer que l'utilisation qu'il en a, vraiment au plus près de son besoin et de son utilisation. C'est plus simple, c'est plus pratique évidemment pour l'utilisateur. En revanche, d'un point de vue juridique, c'est plus complexe puisque dans les marchés publics, on a un principe très prégnant qui est le principe du service fait. Et souvent, l'achat relatif aux consommations doit s'appuyer sur ce qu'on appelle le réel constaté, qui est plus difficile à mettre en place juridiquement et plus difficile à facturer aussi. Il y a un arrêté qui précise la liste des prestations qui peuvent s'inscrire dans ce principe d'exception au paiement avec service fait. Mais dans les deux cas, il y a un avantage connexe, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le même budget qui est impacté. Au lieu d'être dans un budget d'investissement quand on acquiert un produit, on est sur un budget de fonctionnement. Ça va être un petit de spécificité et ça peut être un avantage pour les structures publiques. Bien, très bien. Alice, nous avons vu ce matin lors de la table ronde sur la mobilité avec Franck Giraud d'Enterprise qu'il existait des offres de mobilité à l'usage autour de la location courte durée des véhicules, des forfaits mobilité, des technologies embarquées, du covoiturage. On parle donc de quelques secteurs peu réservés à ce mode d'achat et qui, je pense, demandent une bonne dose de gestion du changement avant du passé. Pouvez-vous donner quelques exemples de marchés possibles pour le coût à l'usage? Alors, donc, effectivement, il y avait cette table ronde ce matin, il en a été question. On va avoir aussi quelque chose qui est peut-être plus diffusé dans les pratiques. Ça peut être, par exemple, l'achat de copieurs. Avant, on utilisait des photocopieurs et maintenant, on va acheter une solution de copie. Donc, avant, il fallait installer, assurer la maintenance, acheter des consommables d'ancrage, gérer la fin de vie aussi, ça c'est important, le recycler conformément à la réglementation, mais désormais on peut acheter uniquement un nombre de pages photocopiées. Donc c'est vraiment calibré aux consommations et on attend que l'ensemble des services associés soient inclus dans la prestation. L'utilisateur, il connaît comme ça sa consommation exacte, ce qui est important, parce que souvent, il y a cette notion de reporting qui doit être fournie par le titulaire, et ça permet à l'utilisateur, au client public, de connaître ses consommations, ce qui, quelquefois, est pas si évident que ça à connaître, surtout quand on est sur une approche multisite, etc., surtout pour les grosses structures. Voilà.
sur la partie abonnement, pour revenir sur l'autre axe que je développais en premier, on peut citer par exemple les offres de collecte de déchets. Donc, ce qu'on paye, c'est un service de ramassage, de mise à disposition des contenants et ensuite d'évacuation des contenants et de ramassage des bacs à déchets et de traitement de ces déchets-là. Voilà. Mais très en bien. plus de cette offre de voyage et déplacement qui a été développée avec Elodie ce matin. Très bien. Alors, je vais me lancer pour le revêtement de mon marché d'impression. Je veux une seule imprimante dans la collectivité, je n'en veux plus qu'une dans chaque bureau. Quelles sont les bonnes pratiques lorsqu'on répond à un appel d'offres intégrant ce modèle économique? Alors, comme c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, il faut être sûr de là où on met les pieds quand on est une entreprise qui va y répondre. Donc, encore une fois, il faut bien prendre le temps du sourcing, vraiment s'investir dans le sourcing, poser l'ensemble des questions à l'acheteur pour avoir une idée précise du périmètre des prestations. Et aussi, et là c'est le rôle de l'entreprise, c'est d'apporter un éclairage à l'acheteur sur sa façon de répondre, ce qui est possible de faire. Comme ça, l'acheteur il va mieux maîtriser le marché, ce qui existe dans l'amont industriel. Et c'est bien pour lui aussi d'entendre plusieurs entreprises pour savoir un petit peu, pour ouvrir son offre la plus possible aux différents candidats et savoir vraiment ce dont il a besoin au maximum. Il y a une autre piste, c'est de bien travailler son modèle économique. Il faut bien faire ses calculs parce que pour rester rentable, puisqu'on est sur quelque chose d'un petit peu différent, dans ce modèle économique, on inclut tout le prix d'usage, mais aussi tout ce qui est la maintenance, les consommables, les déplacements, les formations éventuelles, le reporting et la fin de vie. C'est quelque chose de très important, il faut bien faire le calcul. Et par contre, le fait d'apparaître en une unité fonctionnelle assez claire avec un découpage des prix assez simple à utiliser pour la partie exécution du marché, que tout le monde parle de la même chose lors des prestations. Bien. Alice, lorsqu'on parle d'usage, on parle de durée de vie, de cycle de vie du produit, donc des critères aussi de RSE. Là, c'est un domaine que vous maîtrisez. Oui, bien sûr. Et effectivement, je reprends toujours ma casquette d'expert achat responsable sur ces enjeux. Ce nouveau modèle économique, évidemment, un des gros enjeux, c'est d'améliorer l'impact RSE pour s'inscrire complètement dans le développement durable. Donc, l'entreprise, elle garde la possession de son équipement. Elle va avoir à retravailler deux choses principalement. Il y a une partie sur l'éco-conception des produits. On est sur un produit qu'on va qu'on connaît et avec lequel on va devoir vivre pour le faire durer le plus longtemps possible. Donc, le but, c'est d'adapter les matériaux, d'adapter les technologies pour qu'ils puissent durer le plus longtemps et éventuellement servir plusieurs fois à plusieurs clients sur plusieurs marchés. Évidemment, il y a aussi la notion de consommable, puisque c'est quelquefois qui coûte dans le modèle économique. Donc là, tout l'intérêt pour les entreprises, c'est de diminuer le besoin en consommable. Et pareil sur les besoins de maintenance, pour limiter au maximum les coûts associés. Et l'autre aspect intéressant aussi, c'est d'anticiper la gestion des produits en fin de marché. Donc, le produit, on va pouvoir le récupérer. Donc, soit il peut être réemployé, éventuellement mis sur un autre, à disposition d'un autre client, ou ça va être, par exemple, du reconditionnement, de la valorisation matière. Tout ça, c'est quelque chose qui doit être bien étudié et bien maîtrisé, puisque l'entreprise a tout intérêt à mutualiser sur ses propres équipements. Et il peut aussi être question d'intégrer dans la réflexion une dimension sociale en s'appuyant éventuellement sur l'ESS pour tout ce qui est fin de vie des produits et revalorisation matière, etc. Ça, c'est des choses qui doivent être vraiment réfléchies en amont pour que ça soit le plus performant possible lors de l'exécution du marché. Merci Alice, c'est un vrai sujet, donc il y a beaucoup de partage à faire avec l'entreprise privée et les fournisseurs pour bien effectivement comprendre. Et il y a beaucoup de questions à se poser et beaucoup de changements aussi au sein de la collectivité. On ne retrouvera la même chose au sein des entreprises quand on met en place de marché, qu'il soit public ou privé. Le changement est une phase très importante.
Merci Ali, j'espère que maintenant les participants ont été convaincus et qu'ils vont se lancer. Je vais me permettre, parce que j'ai vu qu'il y avait une question qui vous est adressée, donc d'une personne qui s'appelle MG. Voilà. Donc je vais vous la lire comme elle est écrite. Bonjour Madame Piednoir, au-delà du transfert du CAPEX vers l'OPEX, quels intérêts l'UGAP a-t-il identifié de l'achat à l'usage pour les clients? Première question. Et quels risques avez-vous également identifiés? Deuxième question de la même personne. Est-ce que vous pouvez répondre, Alice? Vous donner quelques éléments. Alors, oui, le principal intérêt, ça va être d'être vraiment au plus près des besoins de nos clients et vraiment de répondre, enfin de leur proposer quelque chose qui correspond exactement à l'utilisation qu'ils vont en faire. Et il y a aussi toute cette transformation des modèles économiques qui existe dans l'amont industriel. Et du coup, nous, notre rôle en tant qu'acheteur public, c'est de suivre cet amont industriel pour ne pas être décorrélé et pour ne pas leur demander aux entreprises quelque chose qui ne produisent plus ou qui est plus aligné à ce qui se fait, par exemple, dans le privé. Sur les risques identifiés, j'en ai parlé un petit peu, il y a vraiment un périmètre juridique à mettre en place qui est du coup un petit peu différent de ce qu'on connaît d'habitude. Sur le plan comptable aussi, ça peut être un petit peu plus lourd quand on est sur une approche réelle constatée. Mais voilà, il faut en être bien conscient et savoir où on met les pieds avant de développer de telles offres. Merci Elie, j'espère que MG est satisfait de la réponse, il nous le dira. Il y a deux autres questions ou interrogations qui ont été données. Je ne sais pas qui se prononcera, qui veut répondre. Le critère RSE a été jugé illégal par le Conseil d'État, contrairement au critère de performance environnementale ou sociétale qui est légal. Qui peut nous aider, Stéphane, Alice, sur ce que répondre à cette Oui. Alors, je ne sais pas si affirmation? c'est moi qui ai commis l'erreur de parler de critères RSE à un moment quand je me suis exprimé. On parle effectivement de la partie critères environnemental et social. D'ailleurs, ça ne parle pas tout à fait de la même chose. C'est-à-dire que quand on va parler du critère environnemental, on va poser des questions effectivement sur la politique environnementale. On ne va pas forcément donc lié au produit ou à la prestation qui est proposée en réponse à l'appel d'offres, alors que la partie RSE, finalement, va s'intéresser à la démarche globale de l'entreprise qui porte sa candidature et son offre, et elle peut donc mettre à ce moment-là dans sa réponse des éléments qui n'ont pas de lien avec l'objet du marché. On peut avoir, par exemple, je ne sais pas, moi, une gestion très, très vertueuse des déchets qu'il y a dans l'usine, mais on est en train d'acheter à cette entreprise un produit qui est produit dans une autre usine ou qui n'est pas en lien avec les déchets produits, donc ça n'a pas de lien. Et donc, ça fausserait complètement l'analyse. Donc, la RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises, c'est la démarche globale de l'entreprise, et tout ne peut pas être relié à ce que l'acheteur achète. Et donc, légalement, c'est effectivement interdit d'intégrer dans la notation des choses qui n'ont pas de lien avec l'objet du marché. Merci Stéphane. Une autre question ou interrogation. On parlait de pénalités, peut-être Vanessa. Les pénalités ne sont pas négociables après la notification. Je ne comprends pas. Oui, je pense que c'était lorsque je parlais de la mise au point. Donc, si je peux prendre un exemple peut-être plus concret. Alors, nous, on fait quasiment tout le temps des mises au point. Pourquoi? Parce que quand on répond à un appel d'offres, en règle générale, on doit être d'accord avec l'ensemble du CCTP. Et sur des solutions logicielles, on est quand même sur des solutions avec des particularités, des choses très complexes. Donc, il y a quand même toujours des éléments auxquels on répond, mais pas forcément de la manière dont c'est indiqué dans le CCTP. Et au niveau du CCAP, on est très attentif aux pénalités et à d'autres sujets. Sur la partie des pénalités, je prenais l'exemple tout à l'heure de l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'un établissement public lance une consultation pour s'équiper d'un logiciel de gestion d'ordre de mission et d'état de frais connecté à son ou parfois voire même 16 agences de voyage quand il en a plusieurs. Et dans les pénalités, par exemple non plafonnées, on va avoir une pénalité en cas de retard d'implémentation de l'ensemble du projet. Sauf que nous, on sait le temps que l'on met à déployer Nautilus. En revanche, si on n'a pas eu l'occasion, qu'il n'y a même pas eu de soutenance, ou pas eu l'occasion de pouvoir échanger et qu'on ne connaît pas les capacités techniques des différentes agences de voyage qui servent
cet établissement public et que ces agences vont mettre 2 mois, 3 mois à développer toute la technologie pour leur permettre de se connecter avec notre solution, pour nous, c'est juste pas logique qu'on porte la pénalité du retard de l'implémentation et auquel cas, on va échanger, si c'est notre offre qui est choisie, on va échanger pour changer la formulation en fait, de la phrase de la pénalité pour qu'on ne porte pas la pénalité qui ne s'applique pas en fait, de notre fait. Donc, c'est ce genre de subtilité. Donc, nous, ça arrive très souvent, des mises au point, tant sur le CCTP que sur le CCAP. Ou dans tous les cas, je pense qu'il faut retenir, c'est que nous, on est sur un dialogue. Quand on répond à un marché, on n'est pas juste un fournisseur qui répond à un établissement public. On est sur un logiciel informatique qu'il va falloir déployer et on va avoir nos 2 équipes, côté public et côté nous, entreprise qui a répondu à un appel d'offres public, on va travailler ensemble. Donc, on est vraiment sur une démarche de partenariat et quand on est choisi, on est content, mais il faut qu'on soit choisi dans des conditions aussi que l'on sait appréhender et que l'on ne passe pas du temps derrière à devoir s'expliquer sur des choses qu'on n'aurait pas bien comprises. Et c'est pour ça en fait qu'on s'est spécialisé sur les marchés publics. Et pour nous, on est vraiment dans cette notion de dialogue. On explique ce qui nous gêne pour trouver le meilleur moyen de démarrer en fait la collaboration. C'est bien, il faut qu'on se parle, c'est une bonne nouvelle. Voilà. En distanciel ou en présentiel, on peut toujours se parler. Et d'ailleurs, il y a une question de Fogherini Irène. J'ai beaucoup parlé, on a parlé beaucoup de sourcing. Donc, je vais vous lire effectivement sa phrase. Vous parlez du sourcing. Rien que cette étape pour les PME est compliquée à mettre en place, car lorsque nous prenons contact avec les acheteurs, soit nous ne sommes pas écoutés ou nous n'avons pas de retour. Quels sont vos conseils? Est-ce qu'on peut aider Irène à expliquer aux acheteurs que c'est bien de se parler? On a droit, il y a un cadre, ça s'appelle le sourcing. Qui peut répondre? Je peux me lancer s'il le faut. C'est un sujet assez récurrent en fait, puisque on a ce que dit Irène, qui est dit par beaucoup d'entreprises, et dans le même temps, beaucoup d'acheteurs font du sourcing. Donc, il y a déjà quelque chose, une différence de perception entre les deux camps, clairement, qui est assez notable. Ensuite, je ne vais pas donner de décharger les acheteurs, mais bien évidemment que même dans le sourcing, un acheteur ne peut pas rencontrer toutes les entreprises, sinon il passerait son temps à faire que ça, il n'achèterait plus, et donc de toute façon, il ne se passerait plus rien. Donc, c'est évident que les entreprises qui sont réellement rencontrées sont une part relativement limitée de l'ensemble des entreprises d'un secteur, sauf si on est sur un secteur tout à fait particulier. Après, des conseils à donner à l'entreprise. L'achat public, c'est un peu comme l'export, en fait. L'export, ça paye au bout de 3 ans. L'achat public, si on se lance en se disant on y va maintenant, puis au bout de 6 mois, ça y est, j'ai eu plein de rencontres avec des acheteurs, même j'ai décroché un marché. En fait, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est un engagement de long terme. Il faut être capable de balayer le terrain. Alors, ça ne se fait plus en ce moment, mais ça va revenir. Les salons, il faut les faire souvent. Il faut essayer de les rencontrer à ce moment-là, les acheteurs. Et au bout d'un moment, de finir par figurer dans leur, finalement, dans leur mailing list quand ils vont adresser des éléments pour le sourcing. Et puis, il y a aussi un point, alors c'est peut-être un des points dans la phrase d'Irène, le sentiment de ne pas être écouté, c'est quelque chose d'assez normal, en fait, parce qu'on a encore deux mondes qui ne se parlent pas toujours avec le même paradigme. On a beaucoup d'entreprises qui, finalement, veulent exposer beaucoup de choses et il n'y a peut-être qu'une seule partie de ces choses qui sont pertinentes pour l'acheteur. Et si vous lui parlez pendant 5-10 minutes et que les choses intéressantes, vous ne les donnez qu'à la fin, en fait, c'est vrai que vous n'allez pas être écouté. Et donc, il y a aussi cette notion d'acculturation qui est importante côté entreprise. Et puis, je vais être équitable, je vais taper sur tout le monde. Côté acheteur, on a aussi un travail à faire aussi souvent de temps en temps, qui est d'avoir dans l'expression du besoin quelque chose qui va mieux parler aux entreprises et leur permettre justement d'avoir des espèces d'atomes crochus, en tout cas des leviers pour pouvoir répondre. Et donc, le chemin est à faire pour les deux. Alors, je ne sais pas si ma réponse aide beaucoup Irène, mais globalement, je trouve que les choses se sont quand même beaucoup améliorées depuis plusieurs années et l'encadrement du sourcing est une des évolutions majeures du code. Et avec un petit point qui est quand même encore une espèce d'espace de confusion, le sourcing, c'est deux choses. C'est un détecté. Et c'est important pour Irène d'être détecté. Et c'est aussi une phase où on est tracé dans les échanges qu'on a avec l'acheteur, dans la préparation d'appel d'offres. Et c'est le même mot pour deux étapes différentes qui finalement sont deux étapes tout à fait distinctes en fait.
Je dirais, pour aller dans votre sens, Stéphane, c'est aussi compliqué pour une entreprise de rencontrer une entreprise privée. L'acheteur ne rencontre pas toujours et n'a pas forcément envie d'écouter aussi. Ce n'est pas forcément spécifique au secteur public. Je vais prendre une dernière question. Je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle est quand même sur le coût d'usage. Bonjour, quels seraient les freins aujourd'hui pour les pouvoirs adjudicateurs pour ne pas choisir le coût à l'usage sur des produits classiques type informatique, par exemple? Alice, vraiment une personne intéressée par… Alors, je pense que le principal frein, c'est vraiment le fait qu'on est dans un modèle différent. Donc, tout l'appel d'offres est à reconstruire, puisqu'on va s'intéresser plus à une structure qui se rapproche du service, alors qu'avant, on était sur un achat public. Vous parlez là des produits classiques informatiques. Donc, quand on achète des produits informatiques, voilà, on est sur la fourniture. Et si on va basculer sur un modèle de coût à l'usage, il y a vraiment une refonte totale de la philosophie, mais du coup, de l'ensemble des documents et de l'ensemble de la structuration de l'appel d'offres. Et c'est ça qui peut peut-être rebuter un petit peu les acheteurs. Voilà, c'est un travail qui, du coup, demande plus de temps. Voilà, la procédure, elle va être un petit peu plus longue. Les différentes phases, donc, et le sourcing et la rédaction des documents et peut-être l'analyse, elle va être un petit peu différente. À chaque fois, ça va demander beaucoup plus d'investissement et de temps de la part de la structure qui achète. Donc, je pense que c'est le principal frein, voilà. En plus de tout ce qu'on a dit sur la partie juridique et budgétaire. Donc, pas de frein de la part du côté des pouvoirs adjudicateurs. Là, pas de frein, parce que c'était bien la question. Ah, si, oui, enfin, du coup, c'est le changement qui est le frein côté pouvoir adjudicateur. Mais je pense que les entreprises, elles sont vraiment elles sont moteurs sur ce sujet-là, puisqu'elles se sont transformées, enfin, certaines sur certains segments d'achat, et du coup, elles vont pousser les acheteurs à se lancer dans cette démarche. Très bien. Eh bien, j'espère que on est à 16h02, on est bien, on est très bien. J'espère que cette table ronde vous aura apporté des réponses, suscité des intérêts. Et je vous rappelle que vous recevrez dans les jours à venir un lien pour accéder au replay de cette journée et de la réponse aux questions. Merci à toutes et tous, intervenants et participants. Je vais laisser la parole à Christian Louvière, le président de l'APK, pour le mot de la fin de cette belle journée de la commande publique. À toi, Christian. Oui, alors la journée s'achève. Merci à tous.